Les entretiens médicaux d'Anguin avec AG2R La Mondiale. Accueillir le professeur Eric Combe. Eric Combe, donc vous êtes infectiologue à l'hôpital La Pitié Salpêtrière. Je confonds, je bafouille. Eric Combe, le coronavirus, où en est-on des connaissances des virus, du virus? Alors je sais que ce qui est bien avec vous, c'est que vous dites ce qu'on sait, mais vous dites aussi ce qu'on ne sait pas. Il y a beaucoup de scientifiques qui hésitent à dire ce qu'on ne sait pas. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette connaissance du virus? Vous avez la parole pour une intervention d'une quinzaine de minutes et on se retrouve après tous les trois pour essayer de se ménager un temps de dialogue. Très bien, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je vais essayer de vous parler de ce qu'il y a de nouveau avec ce virus et plus généralement avec cette maladie, en déclinant les choses au fur et à mesure. C'est vous qui passez les diapos ou comment ça se passe? Alors allez-y, je veux bien. Donc, en ce qui concerne ma diapositive de titre, elle est un peu provocatrice puisque vous voyez que je fais allusion à la grève de l'hôpital public. C'est pas complètement par hasard, c'est parce que en fait la gravité d'une épidémie est un peu liée à l'état de la société qu'elle trouve en arrivant. Et en ce qui concerne la société française, en tout cas son système médical, eh bien c'était un système médical qui était un peu en voie de sous-développement, comme on l'a entendu un petit peu d'ailleurs en ce qui concerne la radiologie. Il faut savoir que c'est la même chose en ce qui concerne la prise en charge clinique. Et évidemment, ça a été responsable de lourdes difficultés pour la prise en charge des malades. Je referme cette parenthèse, mais qui m'apparaissait quand même importante. Diapositive suivante. Bon, je n'ai pas bien d'intérêt lié au Covid-19. Diapositive suivante. Alors, je vais décliner ces 7 points, mais très rapidement avec une diapositive d'actualité pour chacun d'entre eux et en passant rapidement sur certains éléments, puisque j'ai vu que c'était traité par ailleurs aujourd'hui. Donc, en ce qui concerne l'épidémiologie, en fait, vous savez qu'elle est très mouvante et que d'une semaine et même voire d'un jour à l'autre, ça évolue. Donc, j'invite les auditeurs à se rapporter aux différents sites de l'ECDC, de l'OMS, de la Johns Hopkins, ou de Santé publique France en ce qui concerne la France, pour avoir les tendances exactes. Et je pense que je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'on est dans la deuxième vague. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Donc, en ce qui concerne la virologie, ce qu'il faut retenir, à mon avis, c'est ce qui figure sur cette diapositive, c'est-à-dire que se souvenir qu'on a affaire à un coronavirus. Or, on connaît déjà les infections à coronavirus, donc on peut se fier à ce qu'on sait déjà des coronavirus. Et si on se focalise sur ce qu'on sait déjà des coronavirus, on en connaît 6, 4 qui sont devenus des coronavirus saisonniers, 220 de 22 OE, OC4, bon, je les ai écrits là sur la diapositive. On vit avec ces 4 coronavirus depuis des décennies, voire des siècles. Le dernier des 4 est probablement arrivé à la fin du 19e siècle. Et le 5e coronavirus, enfin le 7e qu'on a actuellement, c'est-à-dire le Covid, va rejoindre ces 4 coronavirus saisonniers. Je ne vois pas très bien comment il peut en être autrement. En effet, on a eu 2 autres coronavirus émergents à partir de l'année du 21e siècle. On a eu le MERS et on a eu le SARS. Et comme vous savez, le SARS a disparu et le MERS, lui, est localisé dans son foyer de la péninsule arabique, dont il sort régulièrement pour occasionner parfois des épidémies, comme ça avait été le cas en Corée du Sud en 2015. Et il faut noter d'ores et déjà que les pays les plus impactés par le MERS comme par le SARS, c'est-à-dire les pays d'Asie du Sud-Est, principalement Hong Kong, Taïwan, Singapour, la Corée du Sud, le Vietnam, ont comme par hasard été les pays qui ont réagi avec le plus d'intelligence à cette vague de Covid. Et je pense que ce n'est pas un hasard, c'est lié au fait qu'ils avaient déjà été en quelque sorte entraînés avec ces 2 épidémies de MERS et de SARS. Et donc, ce Covid va rejoindre les 4 coronavirus saisonniers où il va devenir endémique après que les phases épidémiques aient disparu, ce qui ne manquera pas d'arriver avec l'obtention d'immunité collective, qu'elle soit naturelle ou vaccinale. Diapositive suivante.
Alors, en ce qui concerne la transmission, diapositive suivante, là aussi, une seule diapositive qui est celle-là, qui est d'importance. Vous avez le J0 qui correspond à la date d'apparition des symptômes. Et vous voyez que la contagiosité telle qu'elle est appréciée par la PCR apparaît 2,3 jours avant l'apparition des symptômes. Et le pic de contagiosité, c'est 0,7 jours avant l'apparition des symptômes. Donc, au total, 44% des transmissions sont faites de patients avant l'apparition des symptômes, ce qui fait que ça rend cette maladie potentiellement inarrêtable, à moins d'avoir un système de santé rodé à la technique du tester, tracer, isoler. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'après 7 jours, la contagiosité est faible, voire nulle, en dehors de certains cas très particuliers. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Alors, en ce qui concerne la clinique, il y a 3 phases. Il y a une phase virale qui correspond à la multiplication du virus et à sa diffusion dans l'organisme. C'est la phase de prise en charge ambulatoire. Il est exceptionnel que les malades aient besoin d'être hospitalisés à cette phase-là. Et puis, vous avez la deuxième phase qui concerne finalement très peu de malades. Malheureusement, c'est ce qu'on voit et ce dont on parle, parce que très peu de beaucoup, ça fait quand même pas mal de malades. Et donc, c'est la phase de l'orage cytokinique, phase pendant laquelle les médicaments antiviraux sont inefficaces et pour lesquels il y a des médicaments efficaces. On verra rapidement là-dessus. Et puis, il y a la troisième phase, qui est la phase des séquelles, ce qu'on appelle le syndrome post-Covid, qui est une phase qui demande à être caractérisée. Diapositive suivante. Donc, en ce qui concerne la phase ambulatoire, eh bien, il faut se référer à l'épidémie qui a eu lieu sur le porte-avions Charles de Gaulle, car là, on a typiquement les formes qui sont vues en ville par les médecins généralistes et absolument pas les formes qu'on voit à l'hôpital. Donc ça permet de parler de la phase virale. Et vous voyez que cette cohorte du Charles de Gaulle a plusieurs renseignements très intéressants. D'abord, vous voyez que le taux d'attaque est très élevé, à 67%, ce qui rejoint un taux d'attaque qui avait été observé dans un camp d'été de scouts aux États-Unis, où c'était 76%. Donc globalement, d'ores et déjà, eh bien, il faut estimer qu'au minimum, il faudra 60 à 70%, voire 80% de personnes infectées pour voir une immunité collective apparaître, même si bien évidemment une immunité collective moindre permettra de ralentir l'épidémie. Vous voyez que c'était des patients jeunes, le taux de forme asymptomatique est de 13%, le taux de forme sévère est de 2% et le taux de létalité est de 0%. Pour 1568 marins, donc 0 mort sur plus de 1000 personnes. Pourquoi? Parce qu'ils sont jeunes. Diapositive suivante. Donc là, je m'intéresse juste à la deuxième point, où vous voyez les symptômes, mais je vais passer... non, je vais juste m'arrêter, je vais revenir sur les symptômes ambulatoires, et je vais juste m'arrêter sur le troisième point, où vous voyez que les facteurs de risque de gravité, c'est l'âge et l'obésité. Et à nouveau, vous le savez. Diapositive suivante. Donc là, vous avez la fréquence des signes en ambulatoire, et vous voyez que les signes principaux, c'est l'anosmie, qui est quand même assez caractéristique de la maladie, et les maux de tête, entre 50 et 60% des patients. Ensuite, agueusie, asthénie, myalgie fébrile, entre 40 et 50% des patients. Et ensuite, rhinite, toux et dyspnée, entre 20 et 40% des patients. Donc finalement, quand on voit céphalée, myalgie, rhinite, toux, fièvre, eh bien, c'est des éléments du syndrome grippal. Et c'est pour ça que ça sera si difficile de distinguer le Covid des autres maladies, des autres viraux saisonnières, sauf si on a d'anosmie ou d'agueusie. Après, les autres signes, odynophagie, diarrhée, douleur thoracique, et puis des signes digestifs qui sont très piégeants, douleur abdominale, vomissement et diarrhée également. Diapositive suivante. Alors ensuite, une fois passé cette phase virale, un petit pourcentage de patients, environ 10 à 15%, vont évoluer vers une phase d'aggravation clinique à partir de J8, J9. Donc, le délai par rapport à l'apparition des symptômes qu'il faut garder en mémoire, c'est J8, J9. C'est là que les malades s'aggravent, et s'ils ont passé le cap de J12, eh bien, on peut les rassurer, ils ne s'aggraveront probablement plus. Diapositive suivante. Alors, lors de cette phase immunitaire, vous voyez que les symptômes sont différents de ceux qu'on a observés pendant la première vague, avec principalement
des symptômes respiratoires, cette fois-ci au premier plan. Donc, c'est des symptômes de pneumonie aiguë fébrile. Et c'est là que toute l'importance de l'imagerie médicale est à rappeler, comme ça a été rappelé par l'auditrice précédente. Diapositive suivante. Alors, je m'arrête juste un peu sur cette diapositive à propos des taux de forme grave et de létalité selon l'âge. Je vous ai mis dans la colonne de gauche les 4 cohortes, disons, à orientation française. Bon, Diamond Princess, c'est pas français, mais c'est pas très grave. Et vous voyez que il y a la cohorte du Charles de Gaulle et il y a les cohortes que j'ai appelées Raoult 2 et Raoult 3, qui sont les cohortes des patients marseillais. C'est des patients, des cohortes assez intéressantes à suivre. Et vous voyez que quand on regarde l'âge, on voit très bien que dans la colonne de droite, les décédés, le pourcentage de patients décédés augmente de manière linéaire avec l'âge des patients. Vous voyez que c'est 0% pour le Charles de Gaulle, c'est maximum 1,7% pour le cohort de la Diamond Princess, où là la moyenne d'âge était âgée, de l'ordre de 70 ans, alors que pour les cohortes marseillaises, les patients ont un âge entre 40 et 50 ans, et donc forcément, ils sont plus graves que les marins du Charles de Gaulle, mais moins graves que les malades du Diamond Princess, tout ça étant clairement lié à l'âge. Diapositive suivante. Donc ça, c'est juste pour rappeler la gravité par rapport à l'âge, mais j'ai vu qu'il y avait eu un topo ce matin là-dessus, donc je passe. Mais vous voyez clairement comment augmente la gravité par rapport à l'âge. Diapositive suivante. Là, vous voyez clairement comment la létalité dépend des comorbidités. Et ça vous a été également, je pense, rappelé ce matin, donc je passe. Diapositive suivante. Alors, en ce qui concerne le diagnostic, je vais passer très rapidement puisqu'il y a une session consacrée au diagnostic également cet après-midi. Diapositive. Alors, ce qu'il faut retenir, en fait, la diapositive clé pour comprendre le bon usage des tests, c'est cette diapositive-là, où vous avez la phase virale en rouge, 3 jours avant et 7 jours après. Et puis, vous voyez les PCR nasopharyngés dans l'équipe de lavage broncho-alvéolaire, dans les selles. Vous voyez que la durée d'expression du virus par PCR peut être très prolongée, notamment dans les selles. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on arrive à suivre l'épidémie en traçant le virus dans les eaux usées. Et puis, vous voyez que les anticorps apparaissent à partir du 7e jour, IgM et IgG. Je passe, puisque ça sera revu cet après-midi. Diapositive. Alors, en ce qui concerne les traitements, malheureusement, la chloroquine a fait long feu, ou plutôt l'hydroxychloroquine. On aurait bien aimé que ça marche, tous, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Diapositive suivante. On peut résumer les choses assez facilement en ce qui concerne les traitements. Au niveau antiviral, on n'a rien. L'hydroxychloroquine ne marche pas, le lopinavir et ritonavir ne marche pas, le remdesivir ne marche probablement pas, même si ça reste encore à évaluer à la phase virale, puisque pour l'instant, c'est surtout un médicament qui a été évalué à la phase immunitaire. Les anticorps monoclonaux, pour l'instant, on ne peut rien dire. Les corticoïdes, la dexaméthasone, ont prouvé leur efficacité. Ça sera expliqué, je pense, cet après-midi par Jean-Michel Constantin. Et l'autre grand progrès, ça a été les héparines de vapomoléculaire et un usage intelligent de la ventilation non invasive, c'est-à-dire l'oxygénothérapie à très haut débit, pour justement éviter de recourir à la ventilation invasive, c'est-à-dire à intuber, ventiler les patients, qui effectivement n'apporte pas énormément. Ce qui apporte énormément, c'est les corticoïdes, les héparines de vapomoléculaire et l'oxygénothérapie à haut débit. Diapositive suivante. Donc, en ce qui concerne la prévention, je vous ai résumé là, si vous avez le temps de voler cette présentation pour expliquer l'intérêt du masque, n'hésitez pas. Diapositive suivante. Et enfin, pour finir, je rappelle l'importance de la prévention individuelle, les mesures barrières résumées par la règle des 3M, lavage régulier des mains, distanciation physique d'au moins 1 mètre, voire 2 mètres, et porter un masque. De toute façon, le masque est devenu obligatoire maintenant, d'ailleurs sans aucun discernement, dehors comme dedans, parfois plus souvent dehors que dedans. C'est une absurdité sur laquelle je ne m'étendrai pas. Diapositive suivante. En ce qui concerne la prévention collective, c'est là où on a été finalement très mauvais, puisque si on avait été très bon, on n'aurait pas eu besoin de reconfiner.
Donc malheureusement, ce reconfinement signe l'aveu d'échec de cette prévention à la fois individuelle et cette prévention collective. Qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait? Eh bien, on n'a pas bien fait la surveillance des frontières avec la quarantaine pour les voyageurs revenant de pays à risque et dans une moindre mesure le testing aux frontières qui est beaucoup moins efficace. Et puis on n'a pas bien fait tester, tracer, isoler, notamment l'importance d'isoler les cas avant même de les tester, vu les délais de récupération des résultats du test. Et puis pour les contacts, il fallait qu'ils soient tracés dans les 3 jours qui suivent le contact. Et malheureusement, ça n'a jamais été le cas dans la plupart des situations. Donc l'épidémie nous a échappé et c'est comme ça qu'on a abouti à un reconfinement. Diapositive suivante. Donc pour conclure, eh bien, on a une létalité qui est globalement faible, qui varie de 0,3% à 0,5%. Je parle de létalité globale. Évidemment, ça varie selon les groupes à risque, l'âge et les comorbidités. Mais même si cette létalité est finalement faible, elle est quand même un peu plus importante que la grippe. La grippe, c'est 0,1%. Donc, même si cette létalité est faible, comme le taux d'attaque est très élevé, supérieur à 60-70%, eh bien, l'impact est majeur quand tous ces patients arrivent d'un seul coup dans le système de soins qui est très vite saturé. Donc, c'est ça qui explique l'impact majeur de l'épidémie. Après, ce qui explique le fait qu'elle est très difficile à arrêter, à moins d'avoir un système de santé publique particulièrement performant, comme dans les pays d'Asie du Sud-Est, eh bien, c'est la transmission avant l'apparition des symptômes et c'est le taux de personnes asymptomatiques qui est environ de 20%. Donc, ça rend l'épidémie inarrêtable, à moins d'avoir un système de santé particulièrement efficace sur le plan préventif. La durée d'incubation moyenne est de 3 à 5 jours. Les symptômes peuvent passer inaperçus, c'est-à-dire que non seulement il y a des personnes asymptomatiques, mais en plus, les personnes symptomatiques, et notamment les jeunes, sont très très peu symptomatiques. Et donc, la maladie passe inaperçue. Il n'y a pas de traitement pour le moment efficace en dehors des traitements symptomatiques, pas de traitement antiviral, il n'y a pas de vaccin pour le moment en tout cas, et la prévention, on la connaît bien, c'est la distanciation physique, le port du masque, le lavage des mains, la quarantaine, tester, tracer, isoler, mais on connaît notre insuffisance dans ce domaine. Diapositive suivante. Et donc, pour conclure, j'ai détourné un peu cette diapositive anglo-saxonne, où vous voyez qu'effectivement, il y a le Covid, mais malheureusement, il y a un impact économique majeur, et donc la vague de la récession sera probablement importante, avec des conséquences psychiques, médicales, sociales, économiques, et sans oublier le problème du réchauffement climatique qui n'est pas le propos du jour, mais qui représente également une grosse vague potentielle. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, professeur Eric Combe. Vous restez avec nous, on va s'accorder. On n'a plus beaucoup de temps pour le débat, hélas, mais on va répondre à quelques questions qui nous arrivent. Je rappelle que pour ceux qui veulent aller plus loin, vous venez de publier un ouvrage qui s'appelle Urgence sanitaire chez Robert Laffont, un ouvrage instructif et qui dresse un portrait sans concession de notre système. Les entretiens médicaux d'Anguin avec AG2R La Mondiale.